Dans cette analyse, on va plonger dans les coulisses de l'inégalité. On va regarder comment ça marche. C'est quoi l'architecture cachée derrière tout ça? On va aussi parler des outils psychologiques qui sont utilisés pour que rien ne bouge. Et la grosse question, c'est, est-ce qu'il existe une porte de sortie? Est-ce qu'on peut retrouver une forme de souveraineté financière? Ça commence souvent par un sentiment que beaucoup de gens partagent sans trop en parler. On travaille plus fort que jamais, on fait tout ce qu'il faut, puis on a l'impression de reculer, de toujours être en train de rattraper quelque chose, comme si au fond les dés étaient pipés dès le départ. Et justement, ce feeling-là, c'est pas juste dans notre tête, ce n'est pas une illusion. C'est le symptôme de quelque chose de bien réel, de structurel. On parle d'un système où les règles du jeu, elles sont pas neutres, elles ont été écrites pour donner un résultat bien précis. Pour mettre ça en perspective, regardez ce chiffre, c'est assez frappant. Le 1% le plus riche possède maintenant plus de richesse que la moitié de l'humanité. La moitié! C'est pas juste un écart, c'est un gouffre. Un gouffre tellement immense que ça change complètement notre définition de ce que c'est la valeur ou même le succès. Parce qu'il y a eu un changement majeur dans la façon dont l'économie fonctionne. Avant, la richesse venait surtout du travail, de ce qu'on produisait, de ce qu'on créait. Maintenant, c'est plus vraiment ça. La vraie richesse, elle vient de ce qu'on possède. Des actifs, comme des actions, de l'immobilier, des choses qui prennent de la valeur toutes seules. OK, mais la question c'est, comment ça se fait? Comment est-ce que cette richesse-là est constamment transférée vers le haut? Ce n'est pas un hasard, là. Ce n'est pas un accident de parcours économique. C'est le résultat de mécanismes très spécifiques qui ont été peaufinés pendant des siècles pour être super efficaces et super discrets. Alors, plongeons là-dedans. Allons voir comment cette machine-là fonctionne. Au cœur de tout ça, il y a un mécanisme d'extraction. Il faut vraiment l'imaginer comme un entonnoir qui aspire la richesse d'en bas pour la faire monter tout en haut. Ce qu'on appelle souvent le système financier mondial, ça ressemble pas tant à un marché libre où tout le monde compétitionne, ça ressemble pas mal plus à un cartel. L'analogie est bonne. C'est comme un poste de péage installé en plein milieu de l'autoroute économique. Un groupe d'intermédiaires qui s'est arrangé pour prendre sa cote sur presque chaque transaction. Ils extraient de la valeur, mais ils n'en créent pas vraiment. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas nouveau. Quand on regarde l'histoire, on voit que les mêmes trucs reviennent tout le temps. Dans la Rome antique, les empereurs mettaient moins d'argent dans les pièces de monnaie, ce qui crée de l'inflation, une taxe cachée. Aujourd'hui, on appelle ça l'assouplissement quantitatif. C'est le même principe, juste avec un nom plus chic. Les mécanismes de base, eux, n'ont pas changé. Et ça nous amène au cœur de l'arnaque, si on veut. Le pattern est toujours le même, privatiser les gains, socialiser les pertes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Quand tout va bien, les banques, les grosses corporations, elles gardent les profits gigantesques. Mais quand ça va mal, quand le système craque, là, c'est le gouvernement, avec l'argent des contribuables, qui arrive pour sauver les meubles. Les profits sont privés, les dettes sont publiques. Ok, donc ça, c'est le côté financier. Mais pour qu'un système comme ça tienne la route, il faut plus que des tours de passe-passe économiques. Il faut aussi ce qu'on pourrait appeler une cage invisible. C'est un ensemble de mécanismes de contrôle, mais psychologiques cette fois, qui sont là pour garder le monde distrait, un peu confus et docile. Un des premiers éléments de cette cage, c'est l'attention. Notre capacité collective à nous concentrer sur une seule chose a complètement fondu. On parle de quelques secondes à peine. Et quand on n'est plus capable de se concentrer, la pensée critique, la réflexion profonde, ça devient quasi impossible. Surtout dans un monde qui nous bombarde de notifications et de distractions à chaque instant. Et ça nous mène directement au piège du plaisir. On vit dans une économie qui carbure à la dopamine. Nos propres instincts, notre recherche du plaisir, sont utilisés contre nous. Des j'aime sur les réseaux sociaux à la malbouffe, on nous offre une dose sans fin de gratification instantanée. Le but, nous garder occupés, distraits et surtout en mode consommation. Quand on est constamment distrait et qu'on cherche sa prochaine dose de plaisir, on devient beaucoup plus vulnérable à la manipulation. Le sens critique s'effrite, c'est là que des récits très simples, souvent basés sur la peur, peuvent prendre toute la place et remplacer une réalité qui, elle, est toujours beaucoup plus compliquée. C'est ce qu'on appelle la double pensée. Le système nous demande de croire à deux choses contraires en même temps. On nous dit que le dollar est stable, mais en même temps qu'il faut de l'inflation pour faire rouler l'économie. Que le crédit, c'est la liberté alors que ça mène à la servitude. On nous dit que l'économie est forte juste avant d'annoncer des mesures d'urgence. C'est un état de confusion entretenu. Mais le tour de force de ce contrôle psychologique, le plus puissant peut-être, c'est de nous faire croire que c'est notre faute. Quand le système nous met dans le trouble, il est conçu pour qu'on pense que c'est nous le problème. Que si on a des difficultés financières, c'est un échec personnel, pas le résultat d'un système qui est brisé. L'astuce, c'est de nous convaincre que le problème, c'est nous. Mais face à toute cette architecture de contrôle et d'extraction, il y a quelque chose d'autre qui est en train de se construire. Une architecture alternative. Une qui, par sa nature même, est conçue pour fonctionner complètement à l'extérieur de ce système-là.
Et cette alternative, eh bien, c'est un protocole numérique. C'est une technologie qui n'essaie pas de réparer le vieux système. Son but, c'est d'offrir une porte de sortie. On parle ici du Bitcoin. Et pour vraiment saisir ce que c'est, il faut oublier tout le bruit autour, toute la spéculation, le s'enrichir vite. Il faut le voir pour ce qu'il est vraiment, une transformation fondamentale de l'idée même de l'argent. Le concept clé, c'est la décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires, plus de points de contrôle centraux. On se souvient du cartel bancaire dont on parlait? Eh bien, la décentralisation, c'est ce qui leur coupe l'herbe sous le pied. Ça enlève le pouvoir à ceux qui ne font qu'extraire de la valeur. Et c'est pour ça que c'est si dérangeant pour le système en place. Comme le dit la citation, le Bitcoin, c'est pas du jazz tranquille, c'est du punk rock. Pourquoi? Parce que sa caractéristique principale, c'est qu'il ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas être récupéré. Il ne peut pas être censuré. C'est ça, la sortie. C'est un retrait volontaire d'un système qui est brisé. C'est la possibilité de participer à une économie parallèle qui est basée sur des règles mathématiques, pas sur des gardiens qui décident qui a le droit de jouer. C'est un refuge contre l'inflation, contre les contrôles. C'est une technologie où on remplace la confiance qu'on doit faire à des institutions par des mathématiques qu'on peut tous vérifier. Alors, la question finale, c'est celle-là. Est-ce qu'on continue de regarder le reflet de la richesse dans un miroir qui est cassé, ou est-ce qu'on choisit de passer à travers ce miroir pour trouver la sortie?